Merci beaucoup. On va clôturer par une dernière séquence sur, donc un peu raccourcie, sur les musiques et danses traditionnelles qui, en France, qu'elles soient issues des cultures locales ou des cultures migrantes, représentent une part très importante des pratiques amateurs, des cultures populaires et de la vie des gens. Elles représentent également une scène de musiciennes et de musiciens professionnels de grande qualité, très riche et créative. Or, cette vitalité ne se retrouve pas assez dans les espaces et lieux culturels de diffusion musicale et diffusion généraliste soutenus par l'État et les collectivités locales. Elle ne se retrouve surtout pas du tout, ou quasiment pas du tout, dans les programmes de l'audiovisuel public, à l'échelon national en tout cas, puisque hormis l'émission Couleurs du Monde sur France Musique, le samedi de 23h à minuit, c'est ce qu'on appelle des miettes, aucune émission ne leur est consacrée. Ça, c'est carrément c'est plus qu'un scandale, quoi. Donc il y a trois questions. Dans quelle mesure faut-il développer, promouvoir et labelliser des lieux qui soutiennent la création et qui diffusent les artistes professionnels de musique traditionnelle d'ici et d'ailleurs? On est aujourd'hui dans un de ces lieux. Faut-il instaurer des quotas de programmation d'artistes issus des musiques traditionnelles dans les lieux labellisés par l'État? Scène de musique actuelle, scène nationale, scène conventionnée. Comment faire respecter le cahier des charges de ces lieux sans aller à l'encontre de la sacro-sainte liberté de la programmation? Et enfin, comment assurer une meilleure représentation des musiques traditionnelles des domaines français et européens et des artistes qui les portent dans l'audiovisuel public, radio et télévision? Eh bien, on peut commencer. Émeric, si... On peut faire un peu moins de 7 minutes, Oui, puisque oui, si on veut finir à 18h... On va faire plus court. Moi, j'ai les mêmes hésitations sur les quotas. Il y a un travail de cahier des charges, mais des fois, il n'est pas respecté. C'était même dans la question. Il y a, je crois, à considérer ces musiques et ces esthétiques dans leur grande modernité, en réalité. Donc peut-être à les mettre dans un grand panier des musiques actuelles en trouvant des leviers pour les valoriser. Je pense aussi qu'on a besoin d'avoir des cursus, des formations, en tout cas des programmateurs mieux formés pour identifier tout ça. Je ne sais pas en fait comment on arriverait à obliger les programmateurs à venir voir déjà ce qui se passe, ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous produisez. Parce que si on n'a pas trop de problèmes sur la danse, le théâtre, les musiques amplifiées, sur votre esthétique, mais c'est vrai aussi sur le classique, hein, en réalité, on a du mal à trouver les programmateurs. Donc on a cette question-là. Moi, je suis sur une ligne de crête, puisque tu le disais, en fait, tout était dans les questions. C'est peut-être le moment où je remercie, puisqu'on a pu, c'est notre dernière intervention, pour la qualité des questions, qui était certainement supérieure à la qualité des réponses, mais en tout cas, c'est pas tous les jours qu'on a cette densité. C'était un exercice passionnant d'avoir cette densité de questions. Après, sur la labellisation, on est dans un bon exemple et qui mériterait peut-être, si on en décide tous ensemble, et si vous en étiez, mais d'avoir un rayonnement plus métropolitain. Comment on donne à voir aussi ces lieux-là. Et on est dans un bel exemple de ce qui se réalise de beau, de grand et peut-être de mieux que ce festival et que ce lieu-là. Donc oui, il faut labelliser plus, en tout cas, pour pouvoir débloquer ces cahiers des charges, ces financements, etc., sur ces esthétiques qui sont finalement à la croisée de plein de chemins, hein, et de beaucoup de propositions, finalement, en musiques actuelles. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et sur l'audiovisuel? Qu'est-ce que c'était la question? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des quotas? Des quotas? J'aime pas trop les quotas, mais des cahiers des charges qui imposent de passer et qui peuvent être donc quantifiés, donc presque on arrive à des quotas. Mais parce qu'après, c'est où est-ce qu'on met le taquet et on rentre dans les oppositions entre esthétiques. Et là, je suis pas très à l'aise. Mais en tout cas, renforcer les cahiers des charges pour obliger des diffusions culturelles à des horaires un peu plus dignes
Voilà, ça serait quand même vachement mieux. Martin. Bah, oui, je ne suis pas tout à fait sûr que les quotas esthétiques fonctionnent, parce qu'en plus on se met à rentrer dans un champ d'analyse très très vaste. Moi, je fais rarement ces parallèles-là, mais dans le travail que je peux mener à côté, parfois je me retrouve à travailler dans des lieux dédiés à la performance, d'autres fois des lieux dédiés aux arts numériques, d'autres fois des lieux pour le spectacle vivant dans un vaste champ pour la même œuvre, alors que je ne sais jamais si je me reconnais vraiment dans les arts numériques ou pas. Bref. Donc en tout cas, je crois que des quotas exclusifs ou excluants, ça on rentre dans des champs d'analyse de forme qui je pense, nous mènerait un peu dans le mur. Néanmoins, dans cette nouvelle politique de la création qu'il est temps, je crois, de mettre en place, ajouter des nouvelles sortes de labels ne nous fait pas peur, au contraire, ça permet de clarifier des fonctionnements, mais surtout, en effet, des labels dédiés spécifiquement à ces types de musique populaire et aussi issus des citoyens mobiles qu'on accueille en France, me semblerait être quelque chose d'assez riche, parce que ça permettrait justement en fait, de développer une programmation spécifique sur ces choses-là, une expérience dans la programmation là-dessus, parce que ce n'est pas d'une facilité son nom, surtout qu'on parle de registres qui ne sont pas forcément facilement identifiés dans le champ patrimonial, enfin d'identification en termes de création, et encore plus pour celle des populations accueillies en France. Et donc sur cet aspect-là, oui, je pense qu'il faut porter cette dynamique-là et la reconnaître encore une fois. Et sur la question de l'audiovisuel, j'ai pu y répondre tout à l'heure sur la place de la diversité dans l'audiovisuel, mais c'est sûr que ce soit sur cet exemple de cette radio où Jean-François Zigel et son émission sur la musique classique à 23h30 sur France 5 ou sur Culture Box, c'est de la volonté politique et de la volonté de programmation. Voilà, tout simplement. Je pense que dans les orientations qu'on veut donner à l'audiovisuel public, il faut que cette chose-là soit présente et qu'elle soit appliquée. Et par contre, on sait le faire. On sait le faire. Culture Box fait des très belles choses là-dessus, mais qu'il suffit en fait de mettre dans des horaires plus normaux, en fait, quoi, tout simplement. Et je crois que c'est à peu près tout, je vérifie. Par contre, oui, dernier micro-élément, surtout sur la question de l'audiovisuel, au-delà de la question de la diffusion, parce que j'ai oublié d'aborder ça tout à l'heure, l'audiovisuel public doit aussi, tout registre confondu, reprendre aussi une place en termes de production et d'investissement dans la création. Alors ça, il est crucial qu'on développe cet aspect-là dans la question de la création audiovisuelle, que ce soit cinéma, série, mais également musique, et également si on veut diffuser des concerts, des spectacles d'universités variées, notamment hors de Paris, il y a une nécessité d'investir dans les services de captation du service public de l'audiovisuel, et surtout qu'il n'y en ait pas que à Paris, et qu'il y en ait en effet partout dans les différentes antennes de service public, parce que c'est clair que sinon ça encourage à n'avoir quasiment que des choses issues de la Philharmonie, bien qu'elles soient très belles et très importantes également, mais qu'il faut développer, prendre le temps encore une fois et se projeter dans le long terme pour bien faire les choses et se donner les moyens de les faire, quoi, tout simplement. Benoît ? Moi, j'ai pas trop de problème avec les quotas. Je pense que les choses évoluent dans les programmations, que ce soit dans les médias ou les scènes, en fonction des époques, et la place des musiques traditionnelles n'a pas toujours été celle qu'on connaît actuellement. Elle a parfois été plus importante sur les scènes. Je pense à l'époque où j'étais jeune, mais que j'ai connu dans les années 70. Donc, je pense que les quotas, c'est un outil. C'est un outil de politique publique qui peut être utilisé à certaines périodes. Et puis, quand ça va mieux, on enlève cette condition-là et on laisse les choses se faire. Donc, parce que je crois pas. Par contre, j'ai plus de difficultés avec les labels, à créer encore des nouveaux labels, des scènes labellisées. Voilà.
je ne suis pas encore ministre de la Culture, je ne serai sans doute jamais, mais en tout cas, en tant qu'adjoint à la culture, je ne me vois pas encore financer des nouveaux lieux. Enfin, on ne peut plus actuellement, on n'arrive plus. Ça devient très compliqué financièrement. Par contre, les lieux qui existent doivent beaucoup plus représenter la diversité des pratiques culturelles et la diversité culturelle des artistes, des expressions artistiques. Donc oui, l'État peut imposer dans des cahiers des charges aux scènes déjà labellisées et dédiées à la musique de donner plus de place aux musiques traditionnelles aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas assez présentes. Moi, je crois ça. Enfin, ça doit pas se faire. Ça doit se faire bien sûr en concertation, une fois de plus, avec les collectivités territoriales. Il y a des réalités différentes selon les régions. Cette réalité, c'est une présence plus ou moins importante d'artistes de musique traditionnelle et des expressions artistiques traditionnelles qui ont plus ou moins de résonance par rapport à une population sur un territoire. Donc ça peut s'adapter, mais voilà, je suis très favorable à ce qu'il y ait une politique nationale en faveur des musiques traditionnelles, une politique engagée et qui effectivement s'appuie sur les scènes existantes pour les amener à accueillir ces musiques-là. Sur le label SMAC, pour moi, dans le sens des musiques, enfin la définition des musiques actuelles, englobe les musiques traditionnelles et toutes les musiques populaires. À l'origine, c'était ça en tout cas. Je sais qu'il y a une scène Pen Art Jazz qui est une SMAC et qui programme de la musique jazz. Il y a des SMAC qui peuvent être jazz et des SMAC qui pourraient être musique actuelle. C'est pas une musique traditionnelle. Voilà, pourquoi pas. Enfin, donc c'est une question de cahier des charges. On peut créer des lieux dédiés aux musiques traditionnelles en France avec un label SMAC. C'est une question de volonté politique et de contexte plus ou moins favorable. Donc voilà, il y a cet outil-là. Et puis concernant les médias, ouais, voilà, il y a encore quelques médias qui s'intéressent aux cultures régionales. Alors là, je parle plus de culture régionale effectivement que d'expression de culture traditionnelle. Parce que voilà, il y a des régions où il y a des cultures régionales très fortes et qu'il est totalement légitime et juste que ces cultures régionales trouvent leur place dans les médias, y compris au niveau linguistique. Et donc les musiques traditionnelles, alors évidemment en Bretagne, on a la chance d'avoir une culture régionale très, très prononcée et très, très bien conservée. Et les expressions de cette culture trouvent leur place dans des radios, dans des télés locales, certainement pas assez, mais en tout cas, elles sont là et sont bien défendues. Et les politiques locales et les services de l'État, enfin les services, les services décentralisés de l'audiovisuel public en programme aussi voilà, toute l'année. Je ne sais pas si c'est suffisant ou pas. En tout cas, il y a en tout cas un levier, une possibilité d'améliorer, de faire vivre les musiques traditionnelles dans ces médias-là. Merci. Maël, est-ce que tu veux intervenir ? Oui, j'en profite. Donc, bonjour, Maël Lougron. Je suis le directeur du Nouveau Pavillon, donc la structure qui organise le festival europhonique, mais aussi vice-président de la FAMDT. Donc, je pose la question un peu avec les deux casquettes. Dans cette réflexion sur les musiques traditionnelles, dans un contexte qui évolue, parce qu'on observe quand même que ces musiques qui ont été ringardisées pendant des décennies commencent à avoir droit de cité petit à petit, y compris dans les espaces publics. Dans cette réflexion-là, comment vous imaginez la place que vous accordez aux acteurs et actrices de ces musiques, c'est-à-dire cette réflexion sur les labels, sur les conventionnements, sur les dispositifs à mettre en place, sur les spécificités de ces musiques, sur les valeurs intrinsèques aussi, parce qu'on parle de musique héritière des contre-cultures des années 70, c'est pas neutre.
quelle place vous accordez donc à, par exemple, la FAMDT, mais d'autres, dans cette réflexion? Est-ce qu'on reste dans une logique un petit peu à l'ancienne, où en dehors des instances représentatives, chaque fédération, chaque pôle, chaque réseau doit défendre quelques petits espaces de dialogue à la force des crocs, ou est-ce qu'on peut espérer imaginer le fait qu'il y ait des espaces de dialogue plus ouverts, incluant, dans notre cas, les personnes connaissant les problématiques des musiques trad, mais quelque chose que l'on pourrait dupliquer au théâtre expérimental ou à la danse contemporaine, hein. C'est voilà, juste sur la logique, sur la philosophie par rapport à l'inclusion de structures, d'acteurs et actrices telles que les nôtres. La nouvelle étape de démocratisation culturelle auquel on aspire et qu'on mettra en place, c'est même pas qu'elle voudra, c'est qu'elle ne pourra que se construire avec l'ensemble de ces acteurs, dont la FAMDT, dont l'UFISC et l'ensemble des partenaires, enfin des syndicats. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, même si on a des outils plutôt utiles dans l'équipement de politique culturelle, que ce soit dans les DRAC ou les collectivités territoriales, etc. C'est pas rue de Valois qu'on va la pondre, en fait, cette nouvelle étape de démocratisation culturelle. Et qu'on ne fera que perdre un temps fou à essayer de composer des choses à la place de celles et ceux qui ont cette visibilité-là. Donc, nous, chacune de cette étape, mais ce qui rejoint encore une fois la manière dont on va construire la planification de notre action publique, c'est que chacune de ces étapes-là ne peut être construite qu'avec l'ensemble des parties prenantes, avec un horizon politique qui sera, disons, ce qu'impulsera le gouvernement et qui est de notre côté, comme je le disais en introduction, être le garant d'une familiarité avec les arts et la culture pour toutes et tous, et être aussi le garant de cette diversité, notamment de toutes les formes qui n'ont pas encore jusqu'à présent été prises en compte dans le registre des arts et la culture. Et j'en profiterai, et je terminerai là-dessus, pour citer aussi plus spécifiquement un grand plan d'action pour rattraper les retards dans ces termes de service public-là dans les départements ultramarins, qui sont particulièrement dépourvus de structures artistiques et culturelles, que ce soit ensemble de la création, de la diffusion et de la formation, et qu'il s'agit aussi de créer des dynamismes et des écosystèmes dans ces espaces-là, et non pas uniquement, et que ça marche aussi pour les quartiers populaires et les zones rurales, non pas uniquement de prendre ce qu'on identifie comme des talents pour les faire venir dans l'Hexagone ou dans des zones plus urbaines, mais également de faire vivre dans tous ces endroits ces culturels, les faire circuler, ce qui fonctionne également dans l'espace francophone. Et je terminerai là-dessus et en vous indiquant également que la semaine prochaine sortira le livret culture de l'Union populaire, dans lequel vous aurez encore plus de détails sur tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Moi, j'ai toujours envie de dire oui à l'inclusivité, évidemment. La question, c'est comment faire spécificité sans être englobé dans les musiques actuelles et sans être cornérisé. Donc, c'est ce lieu-là. Après, sur la concertation, je peux vous répondre la même chose. Enfin, voilà, je pense qu'on a besoin d'une grande discussion sur la culture et d'en faire une cause nationale, et que dans ce cadre-là, chacun y a sa place. Voilà, et le côté promo, c'est le 21 mars au Zénith à la Cité des Congrès, pardon. Fabien Roussel, qui devrait peut-être parler de culture, s'il m'a écouté. Mais on verra, il faudra venir voir pour vérifier. Benoît. Voilà. Et je laisse l'exemplaire de vraiment, c'était vraiment pas mal ce qu'ils avaient fait à la ville de Saint-Denis sur justement le schéma d'orientation culturelle pour une politique culturelle inclusive, co-construite et attentive. Sur cette dernière intervention, Benoît. Moi, Yannick Jadot, il est venu à Rennes pour parler culture pendant les danses musicales. Il a passé l'après-midi à rencontrer un petit peu tout le monde. Mais effectivement, il y avait du boulot. Oui, bien sûr, la FAMDT a sa place dans les discussions, les négociations, et elle a d'autant plus sa place qu'on a personne, effectivement, pour représenter tout ce secteur essentiel que sont les musiques traditionnelles et au-delà la diversité culturelle. Donc, c'est aussi à ce titre-là que c'est intéressant que vous soyez autour de la table
représenter justement les valeurs de la diversité. Et je sais que vous ne défendez pas seulement les cultures régionales, mais aussi toute la diversité des musiques traditionnelles qui peuvent exister dans le monde. Donc oui, oui, bien sûr, il y a une importance à ce que vous soyez autour de la table et même si vous ne représentez pas, vous n'avez pas la même puissance économique que d'autres représentants, je pense aux musiques actuelles par exemple, mais en tout cas, vous êtes aussi important en termes de valeur. Voilà ce que je pense. Bien, merci. Merci beaucoup à vous trois d'être venus déjà et puis d'avoir eu ce temps d'échange, je pense, qui était dense, en effet, très dense, très riche. Oui, très, très bon. Et donc, il sera, je vous le rappelle, mis en ligne ce débat à partir de la semaine prochaine de manière thématique, donc en 5 séquences différentes. Et vous pourrez donc, réécouter, partager, faire entendre ces interventions à vos réseaux. Et puis, comme ça j'espère qu'on enrichira le débat démocratique de ces élections qui parfois a du mal à exister, d'ailleurs pas que pour la culture. Alors, avant de vous laisser, donc je vous rappelle que les discours d'inauguration du festival auront lieu dans peu de temps, là, ici, vers 19h30, c'est ça ? 19h. Et ensuite, à 20h30, place à la musique, la création europhonique 2022, puisque chaque année, le festival s'ouvre avec une création trans-européenne. Donc cette fois, avec le groupe Seiva, venu de Turquie, un quintet turc qui rencontre une violoniste autrichienne basée en Irlande et un guitariste belge. Voilà, ils sont arrivés lundi en résidence ici, et puis on va pouvoir entendre... Oui. Alors, la réaction était de dire qu'il y avait une dernière question. Louise voulait poser une question. question. Parce que j'avais un peu conclu. Je lui faisais signe qu'il y avait le timing, c'est ça. Donc je prends le micro pour que du coup tout le monde entende. Mais on est très limite niveau timing. Je peux te laisser la parole pour vraiment 5 secondes si ça te va, Sylvain. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'en plus Sylvain avait commencé la conclusion. Donc je suis... Alors pendant ce temps-là, pendant que le micro arrive, je conclus avec la création europhonique. Donc c'est à 20h30 et puis le festival se déroule tout au long du mois de mars jusqu'au 20 mars. Donc ça dure 10 jours. Donc n'hésitez pas à ça va circuler dans toute l'agglomération nantaise. Donc voilà, à Bougnay et à Nantes. Bonjour, alors moi je voulais prendre la parole juste pour remettre un petit peu de parité dans les différentes prises de parole qui ont jonché cet après-midi. Je suis Louise Minier, je travaille pour plusieurs compagnies de musique et de théâtre à Marseille et en région sud, PACA. Et en fait, j'avais une question, bon, j'arrive un petit peu à rebours, hein, mais j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'aide aux associations et le soutien aux associations. Donc, Martin, vous avez parlé de sortir de cette logique d'appel à projet et Émeric, vous avez parlé de développer le mécénat et de le renforcer en le portant à 75%. Et est-ce que vous avez aussi envisagé de soutenir le mécénat de compétences ou de créer des dispositifs pour justement développer le mécénat de compétences dans le milieu culturel et associatif ? Je crains que malheureusement pas encore, mais c'est certainement une excellente idée qu'il faudra examiner. Ça existe dans le mécénat. Quand je parlais, en fait, je me suis pas très bien exprimé. Quand je parlais des exonérations fiscales à 75%, c'est les dons des individus. Le mécénat, c'est encore un peu autre chose, mais le mécénat formel, les fonds de mécénat, etc., sont autre chose. Et le mécénat de compétences est utilisé dans ces cadres de fonds mécénaux. Voilà, on en a un à Nantes Métropole, par exemple, pour financer la culture. Là, on s'adresse donc à des entreprises et à des dons et des entreprises privées. Donc c'est une piste et une option.
de laquelle on n'attend pas non plus une grande révolution. C'est pour ça que je me suis probablement mal exprimé et que donc il s'agissait d'exonération fiscale des dons des particuliers qui là pourraient être encouragés à financer les associations qu'ils choisissent, comme c'est déjà le cas mais à un degré moindre, donc pour faire un peu d'appel d'air pour aider l'engagement associatif. Oui, en effet, il y a plusieurs registres quand on parle du mécénat. Nous, sur la question du mécénat principalement, enfin, des niches fiscales sur le mécénat, notamment dans l'art et dans les fondations d'entreprise. Actuellement, et je parlerai du mécénat de compétences juste après, mais comme il s'agit de parler du mécénat, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, actuellement, c'est un des registres de démantèlement de l'action publique dans les arts et la culture et qui en fait vise à financer les choix personnels d'une très petite minorité, notamment de milliardaires et de fondations d'entreprises qui, en fait, voilà, mettent en avant leurs avantages, enfin leurs objectifs personnels et non pas l'intérêt général. C'est le cas par exemple de la Bourse du Commerce à Paris, hein, que tout le monde se gargarisait en disant c'est un nouveau musée qui ouvre à Paris. Anne Hidalgo l'a donné pour 1 euro pour 50 ans à François Pinault. C'est quand même des sérieuses questions de conflit d'intérêts quand on connaît ses adjoints aux arts et à la culture. Ce n'est pas une action qui sert des buts d'intérêt général. La mission des musées, c'est de préserver et de transmettre. La mission d'une galerie comme l'est la Bourse du Commerce, c'est de valoriser et de vendre. Ce sont des objectifs différents. Ça, c'est une chose. Donc, en effet, on va récupérer quand même significativement de l'argent sur cet aspect-là, ce qui n'empêchera pas, par ailleurs, qu'on va interdire le mécénat, très loin de là. Il n'y a que la France hein, qui a ce fonctionnement-là, qui a été porté par Jean-Jacques Ayagon, qui travaillait et puis retravaille depuis. Je crois que c'est pour LVMH, je confonds toujours, mais je crois que c'est pour LVMH. C'est pas du tout anodin comme choix. Néanmoins, on n'est pas contre le mécénat en tant que tel, très au contraire. S'il y a des vraies volontés, ça peut être des mécanismes à l'échelle individuelle, en effet, sur ces aspects-là, avec certaines limites concernant les milliardaires, mais sur en fait, il s'agit de créer des dynamiques plutôt vertueuses concernant l'engagement citoyen, plutôt que des dynamiques de recul de l'action publique au profit du privé, et en l'occurrence des plus riches. Mais sur l'échelle locale, c'est des choses qui sont souvent plutôt vertueuses et qui sont des vraies actions citoyennes que je ne pourrais pas vous dire techniquement, mais je pense que des biais, des mécanismes vertueux peuvent se développer là-dedans. Et voilà. Mais c'est la petite distinction entre ces deux approches du mécénat qu'on peut avoir. Benoît, sur le mécénat et sur ces points-là. Je vais prolonger les propos de Martin, parce que moi je crois aussi beaucoup au mécénat local, d'entrepreneurs qui veulent investir sur leur territoire pour participer au développement de leur territoire et au bien-être de ses habitants. Ça a du sens. Quand François Pinault investit dans la Bourse du Commerce pour montrer sa collection privée et donner de la valeur aux œuvres qu'il possède, ça est évidemment, même si ça peut être agréable à aller visiter, hein, j'en doute pas une seconde, moins d'intérêt public que quand il investit. Il participe à une grande exposition dans sa ville, comme à Rennes. C'est un petit peu plus de sens. Je vois bien aussi des promoteurs immobiliers qui veulent certains investir, donner de la place à des galeries d'art dans des programmes immobiliers. C'est plutôt quelque chose qu'on peut encourager. Ça coûte 0 argent public et c'est juste une façon de développer la vie culturelle et artistique en impliquant tous ceux qui sont des acteurs du territoire, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Enfin, dans tous les cas, c'est des particuliers qui investissent parce que c'est des chefs d'entreprise et qui investissent de l'argent dans le développement culturel. Et en particulier le mécénat de compétences qui est qu'on pratique à Rennes, à l'opéra ou au musée, c'est plutôt intéressant comme démarche et ça fait sens aussi par rapport à l'engagement
des personnes. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je remercie également l'équipe technique Youn Chapalin pour la prise de son et la réalisation, la prise d'image pardon et la réalisation. Sarah Le Breton pour les lumières et Timothée Funfrock pour le son. On peut les applaudir parce qu'ils ont travaillé depuis ce matin. Et on est hyper limite sur le timing, comme il faut tout remettre. Je remercie également l'équipe professionnelle du nouveau pavillon, Noémie, Aurélie, Maëlle, et ainsi que l'équipe de la FAMDT, Nathalie, Amandine et Alban. Voilà, ils ont aussi beaucoup œuvré pour... Voilà, et puis bon, je vous souhaite un bon festival à toutes et à tous, et puis venez au concert de ce soir, ça va être super. Et puis si vous en êtes d'accord, on peut se quitter en musique. Hein, je crois que beaucoup d'entre vous ont découvert Morgane aujourd'hui et elle est promise à un beau parcours dans ses musiques.
Morgane Grégory.